Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Je vous propose ici la première partie d'une deuxième version, enrichie, de ma vidéo Varier les référentiels et sortir de la caverne libérale, c'était le sous-titre. Donc le thème relève ici de la méthodologie générale, à savoir, afin de répondre à la question quelle technique suivre pour penser un peu mieux. Et par sortir de la caverne libérale, j'entendais aussi, j'aurais pu dire moderne, la caverne moderne, j'entendais sortir du seul référentiel individuel, de la vie individuelle, ses intérêts, afin évidemment de poser une perspective un peu plus vaste, et donc moins passionnelle, plus objective, et par voie de conséquence, on peut l'espérer, plus vraie. J'essaierai aussi de placer cette vidéo sous le signe non pas de la fascination envers l'énigmatique, mais sous le prisme de ce qu'on pourrait appeler une culture de la clarté. Et écoutons Nietzsche sur ce point, sachant que vous retrouverez aussi les textes et les sources en description et en commentaire. Être profond et sembler profond. Celui qui se sait profond s'efforce d'être clair, celui qui voudrait sembler profond à la foule s'efforce d'être obscur, car la foule tient pour profond tout ce dont elle ne peut pas voir le fond. Elle est si craintive, elle a si peur de se noyer. Donc voilà, nous ne sommes pas obligés de voir l'activité philosophique comme une activité de vibration semi-émotionnelle, semi-mystique partagée. La culture de la clarté et de la logique n'ont rien de déshonorant. Et on pourrait garder Boileau en tête lorsqu'il dit « Il est certains esprits dont les sombres pensées sont d'un nuage épais toujours embarrassé. Le jour de la raison ne le saurait percer. Avant donc que d'écrire, apprenez à penser. Selon que notre idée est plus ou moins obscure, l'expression la suit ou moins nette ou plus pure. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. » La logique et les mathématiques, ces langages moins équivoques, ont d'ailleurs toujours servi de modèle, de vérité, et appréhendés avec le plus grand respect par la plupart des philosophes. Il suffit de penser à Platon, quand il disait que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, c'est-à-dire s'il n'a pas des bases en géométrie. L'idée, c'est que les mathématiques aident à bien penser, nous font toucher à l'expérience même de la vérité, nous font comprendre les essences, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire les idées générales, ce qui est commun aux choses, comme l'idée de triangle unifiant toute la diversité des triangles. Alors, la philosophie se réduit-elle vraiment à l'expression d'une pensée spontanée, brute, et ne nécessitant pas de travail particulier? Faut-il au contraire penser qu'elle nécessite, outre la fréquentation d'une grande diversité d'idées, qu'elle nécessite donc une méthode, qu'elle implique une méthode? On choisira ici la seconde branche de la problématique. La philosophie nécessite certaines choses, parmi lesquelles, si on part vraiment à la base, on dirait un cortex avancé, un langage, l'écriture pour aller plus loin, c'est très utile, une vie sûrement plus libérée du besoin, et surtout, l'objet de cette vidéo, une approche systématique, on en parlera, et des méthodes, comme en mathématiques, un peu au final. Avant de parler de la méthode, j'aimerais tout de même faire quelques remarques sur la nature particulière de la philosophie, comme genre de science, qui a toujours eu dans sa tradition, la spécificité, disons, d'être multi-objet, multi-savoir, multi-référentiel, tentant de relier le maximum d'éléments entre eux. Je parle donc bien de son aspect dit systématique, systémique ou totalisant, si vous préférez. Elle ne se cloisonne pas aux frontières disciplinaires. Donc c'est une philosophie d'ailleurs qui est au passage, peu ou prou, toujours fonction du niveau de développement scientifique, technique et politique d'une époque. Donc des révolutions techno-scientifiques, pour ne pas dire engendre, je dirais cohabitent nécessairement avec des révolutions philosophiques. La philosophie comme système multiréférentiel. Pour illustrer cet aspect systématique, cette idée qu'une science unie doit refléter une réalité unie par le moyen d'une seule et même rationalité humaine, je citerai Descartes. Écoutons-le. Toutes les sciences ne sont en effet rien d'autre que l'humaine sagesse, qui demeure toujours une et identique à elle-même, quelque différents que soient les objets auxquels elle s'applique, et qui ne reçoit pas d'eux plus de diversité que n'en reçoit la lumière du soleil, de la variété, des choses
qu'elle est claire. Il n'y a donc pas lieu de contenir l'esprit en quelque borne que ce soit. Loin en effet que la connaissance d'une seule vérité, à l'exemple de la pratique d'un seul art, nous empêche d'en découvrir une autre. Elle nous y aide bien plus tôt. Aussi me semble-t-il vraiment étrange que tant de gens étudient avec un si grand soin les mœurs humaines, les propriétés des plantes, les mouvements des astres, les transmutations des métaux et autres objets d'étude de ce genre, tandis que presque personne ne songe au bon sens, c'est-à-dire à cette sagesse universelle, alors pourtant que toutes les autres disciplines se doivent estimer moins pour elles-mêmes que par la contribution qu'elles lui apportent. Ce n'est donc pas sans raison que nous posons la présente règle comme la première de toutes, car rien ne nous éloigne plus du droit chemin pour la recherche de la vérité que de diriger nos études, non vers cette fin générale, mais vers quelques fins particulières. Il faut au contraire se persuader que toutes les sciences ont entre elles un enchaînement si étroit qu'il est bien plus facile de les apprendre tout ensemble que d'en séparer une seule de toutes les autres. Celui qui veut rechercher sérieusement la vérité des choses ne doit donc pas faire choix de quelques sciences particulières, car elles sont toutes unies entre elles par un lien de dépendance réciproque. Qu'il songe seulement à développer la lumière naturelle de sa propre raison. En peu de temps, il s'étonnera d'avoir fait de bien plus grands progrès que ceux qui s'appliquent à des sciences particulières. La philosophie est pour Descartes comme un arbre dont les branches seraient des sciences particulières, mais aussi la technique et la médecine. On a ici l'image de la philosophie non pas comme celle d'une science périmée et cantonnée à l'histoire des idées, d'il y a au moins un siècle souvent, mais bien comme tentative persistante d'unification et de liaison des sciences. Ce côté systématique est particulièrement visible en ce que, d'une théorie de la connaissance et du monde, le philosophe déduira une morale et un mode de vie. Donc on passera de la science à la morale, si vous voulez, souvent. Ce sont là aujourd'hui des choses qui ne se font plus, au moins académiquement. Ces démarches peuvent être vues à la fois comme bien trop ambitieuses et relever inévitablement de simplifications et de généralisations abusives. Pour les connaisseurs, on pourrait placer ici la différence kantienne entre jugement déterminant qui fait science et jugement réfléchissant qui répond à une exigence de la raison mais qui ne saurait faire science. La pensée systématique appartiendrait à cette dernière catégorie. Ce qui nous amène à dire que la philosophie, dans sa systématicité, bien que non scientifique et probablement trop ambitieuse, ne relève pas moins ou ne révèle pas moins d'une exigence de l'intelligence humaine. Une exigence qui demeure au cœur de l'aspiration scientifique. La philosophie reste par définition cette libido sciendi, ce désir du savoir. Ce que je veux défendre ici, c'est qu'une pensée systématique n'est pas criminelle, mais nécessaire, et que mieux vaut l'accompagner et la perfectionner collectivement que la rejeter. Ne pas trop attendre d'elle, certes, et ne pas se bercer d'illusions. Mais chaque époque se doit bien d'exprimer sa philosophie, c'est-à-dire sa vision structurée de l'univers matériel, vivant, humain et culturel. Il n'est pas non plus impossible que le tout puisse éclairer la partie ou que les incohérences systématiques puissent diriger l'enquête locale, c'est-à-dire suggérer des recherches décisives. Le mouvement de la connaissance n'est pas qu'analytique, il est aussi synthétique. Je place à présent ce raisonnement fort à propos de M. Parrocchia, qui ne cède pas à ce mépris des systèmes et dans lequel il voit comme nous des traces de misologie, c'est-à-dire de haine de la raison, de mépris déplacé, du développement naturel de la rationalité dans son entreprise légitime de connaissance. Écoutons-le. Depuis des années, la pensée contemporaine est installée dans sa propre dénégation. Elle va protestant contre la raison et les systèmes, ces derniers passant pour responsables de tous les maux, y compris des errements que la pratique politique a pu connaître au XXe siècle. Une simple vérité devrait pourtant être entendue et acceptée. Une analyse morphologique de la raison systématique chez des auteurs aussi divers que Platon, Kant, Hegel ou Spinoza montre qu'il y a dans un tel jugement beaucoup d'immaturité. Penser, c'est forcément répartir, ordonner, distribuer, classer.
de telles opérations sont universelles, et d'ailleurs mathématiquement banales. Algèbre, topologie et théorie des ordres permettent de les définir avec précision. On devra convenir que, nettes ou floues, les formes philosophiques se laissent décrire formellement. Il en résulte une morphologie des systèmes philosophiques qui est à la fois une théorie formelle de l'histoire de la philosophie et un plaidoyer pour une philosophie mathématisée. Et cette idée se retrouve au début de l'ouvrage et est formulée de la façon suivante. Au regard de l'historien de la culture, s'il vient un jour à l'étudier, le XXe siècle apparaîtra probablement comme un moment ambigu dans l'histoire de la pensée. D'un côté, un savoir d'origine mathématique, fondé sur l'observation des similitudes dans le comportement d'objets variés dans les problèmes, a conduit les mathématiciens, au cours du XIXe siècle et de la première moitié du XXe, à dégager la notion fondamentale de structure, forme définie sur un ensemble d'éléments associés les uns aux autres au moyen de certaines lois de composition interne ou externe, orientant ainsi l'ensemble de la pensée vers l'étude des totalités. De l'autre, une méfiance induite par les événements politiques, guerre, génocide, tyrannie, terrorisme, s'est peu à peu manifestée, dans la seconde moitié du siècle, à l'égard des dites totalités, allant jusqu'à susciter une sorte de haine de la raison. Nous tenons qu'une telle contradiction est, à ce jour, notre impensée. Nous entendons contribuer à la résoudre en étudiant les formes et raisons d'être de la raison systématique en philosophie. En voilà donc un ouvrage ambitieux, qui n'a pas peur de théoriser, et ne se laisse pas impressionner par les modes passagères. Systématisation, classement, simplification sont des opérations banales de la raison philosophique comme mathématique. Alors à quoi bon ces critiques un peu régressives anti-rationalistes? Un peu ingrats. Comme si nous avions des chances de mieux comprendre le réel en abandonnant la raison. Toute l'histoire des sciences ne démontre-t-elle pas que c'est le contraire qui est vrai? Faut-il encore le prouver? La culture de la clarté. Bien, après ce détour un peu technique sur un des traits spécifiques de la rationalité philosophique, revenons au principe de la clarté de la méthode. Toute entreprise de connaissance va s'efforcer de classer les différents objets qu'elle veut étudier. Elle s'efforcera aussi de respecter une certaine cohérence, une structuration logique. Par souci de clarté, elle exposera les axiomes et postulats qui la guident dans sa recherche. Elle donnera des définitions claires de ses concepts fondamentaux et de ses découvertes. Elle expliquera pourquoi elle en arrive à ses conclusions. Elle l'argumentera au lieu d'affirmer seulement. Elle sera aussi prête à la révision théorique si certains phénomènes de son champ échappent trop ostensiblement à sa théorie générale ou à son paradigme. Là, ces axiomes pourront donc changer afin de mieux embrasser la réalité de son objet de recherche. La raison s'adaptera donc au réel. Les mouvements d'Uranus ne sont pas conformes à la théorie newtonienne. Alors ou bien la théorie est fausse, ou bien une planète nous a échappé. La théorie suggère une planète à tel emplacement? Magnifique, on trouve Neptune, Newton is king. Les mouvements de Mercure sont tout de même anormaux. Avons-nous raté une planète à cause de la luminosité du Soleil, qu'on appellerait Vulcain? On ne la trouve pas. Mais une théorie révolutionnaire est susceptible de l'expliquer, en tout cas d'expliquer ce phénomène, et là on dira Einstein is king. Moralité, même une science magnifique, mathématisée, qui prédit les phénomènes, peut être assise sur des concepts fondamentaux, comme l'indépendance de l'espace, du temps, de la masse, qui sont ensuite complètement à revoir et doivent être pensés comme des réalités dynamiques en interaction. Hashtag grande leçon épistémologique. Je prends cet exemple classique pour bien faire comprendre le point suivant. Un énoncé doit être compris comme étant contexte dépendant, pour le dire à l'anglaise. Dépendant d'un référentiel, en fait. Un énoncé a un domaine de validité qui peut dépendre du champ dans lequel il se veut pertinent. Ce référentiel peut être la logique ou la mathématique, relever des sciences dites naturelles ou expérimentales, tantôt de l'art, de la technique, de la culture, d'une zone géographique ou d'une période temporelle. Le soleil se couche-t-il tous les jours? Ah oui. Et au pôle Nord? Eh bien non.
La question des référentiels se pose donc. On prendra donc des exemples mathématiques. Les mathématiques. Cette science la plus limpide qui soit, et quoique d'une indécente complexité. Les mathématiques sont un des plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Et il semble bien que, comme disait Galilée, le grand livre de la nature soit écrit en langage mathématique, et que nous découvrons les structures de notre réalité, que nous les décryptons grâce aux mathématiques. Que s'il s'agit d'une invention humaine, elle n'est pas si relative pour autant, elle dit bien quelque chose de la réalité, ça me semble quand même évident. Je ne vois pas ce que pourrait donner le constructivisme mathématique. Enfin bon. Cette réflexion sur les référentiels vise à expliquer et défendre la rationalité philosophique. Car trop souvent, les pensées philosophiques vont être présentées dans leur aspect paradoxal, j'ai remarqué. On dira l'homme est à la fois le plus proche et le plus éloigné de lui-même, ou la religion est à la fois indispensable et nuisible. L'homme est soumis à la servitude passionnelle et à sa condition biologique, et pourtant il est le plus libre des animaux. L'homme est à la fois l'être le plus proche du divin et peut sombrer plus bas que l'animal. Ce genre d'idées. Toutes ces déclarations semblent à première vue paradoxales et antilogiques. Ce sont, souvent, des présentations paradoxales de la philosophie. Et pour les rendre rationnelles, ces thèses-là, nous devons très souvent reconstruire leurs arguments, justement, donnant le référentiel respectif des affirmations contradictoires que le paradoxe met en avant. Prenons donc cet exemple. Revenons aux bases. Posons une thèse simple qui, je l'espère, sera illustrative et convaincante. Alors, on a le 1 plus 1 égale 2. Et je défendrai pourtant, et peut-être contre toute attente, mais sereinement, que cela n'est pas vrai absolument, et que je dirai ensuite, parfois, en effet, eh bien, 1 plus 1 peut être égal à 10. Et que c'est tout aussi vrai. Loin d'être une stupidité, on vient juste d'exposer un calcul en base décimale, c'est la première thèse, et l'antithèse, un calcul en base 2, c'est-à-dire donc en binaire. Cette base est si utile en informatique ou en électricité car c'est basé sur la présence ou l'absence de courant électrique. C'est très utile. On pourrait donc croire que cela n'est pas possible, que c'est antilogique, car il n'est pas possible que 1 plus 1 soit égal à 2 et que 1 plus 1 soit égal à 10 en même temps, ce qui est vrai. Mais on peut dire pourtant, on peut trouver l'unité, l'unification, et dire 1 plus 1 est égal à 2 en base 10 et que 1 plus 1 est égal à 10 en base 2. Et qu'ainsi 2 en base 10 est égal à 10 en base 2, tout simplement. Nous venons donc de différencier des référentiels, tout en conservant une vérité globale, en indiquant un référentiel supérieur, on indique la base, qui englobe et qui indique le concept de base numérique qui dépasse la contradiction apparente. Donc la base numérique n'est aucunement déterminée au décimal, à cause de nos 10 doigts. On utilise par exemple une base hexadécimale pour les couleurs d'ailleurs, notamment en informatique, et on comptera ainsi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après hop on passe à A, B, C, D, E, F. Et la couleur blanche sera hashtag avec 6F, ce sera le blanc. On peut aussi penser au système octal avec 8 chiffres, de 0 à 7. Et dans ce cas, vous comprenez que 6 plus 7 en base 8, ça donnera non pas 13, mais bien 15, puisque le 8 et le 9 sont absents. Donc on peut se représenter les choses un peu comme un compteur, les anciens compteurs de voitures, où les numéros défilent successivement. Donc en binaire, on compterait 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, etc. Puisqu'il n'y a que des 0 et des 1. On additionne à chaque fois. Bien. Il y a encore des choses pires. Vous pouvez tomber sur des langages indiquant que i égale i plus 5, par exemple. Et bon, là, vous comprenez pas, vous vous dites, mais dans quel référentiel 5 égale 0 ? Alors, c'est un cas que vous pouvez rencontrer notamment dans le célèbre langage JavaScript, qui est un langage de programmation. Mais il faut savoir que dans ces cas-là, égal n'est pas une égalité, mais un opérateur d'affectation, qui dit par exemple qu'on incrémentera i de 5 à la prochaine occurrence, au prochain tour, si vous voulez, tant qu'une condition ne l'arrête pas. On posera la valeur i égale 0, puis tant que ce i sera par exemple inférieur ou égal à 100, alors on incrémentera de 5 et on aura une suite de chiffres et de nombres.
Et pour faire le strictement égal, dans JavaScript, il y a double égal, je crois que c'est égal en valeur, et triple égal en valeur et en type. Donc des surprises qu'on peut rencontrer dans les mathématiques qui utilisent même parfois des opérateurs logiques différents. Le et en JavaScript n'est pas le et en Python de mémoire. Bien. D'autres éléments en mathématiques sont intéressants sur ce point général de l'importance du référentiel. Il y a évidemment la géométrie euclidienne dans laquelle la somme des angles d'un triangle donne toujours 180 degrés et vérité relative, car dans une géométrie non euclidienne, où la ligne la plus courte n'est pas la ligne droite, où la ligne droite au fond n'est plus possible, le triangle peut épouser la perspective d'une sphère, alors la somme de ces angles dépassera de fait les 180 degrés. Et loin de n'être qu'une fantaisie de l'esprit, cette géométrie est particulièrement adaptée à l'influence de la masse sur l'espace et le temps notamment, et car en effet, même la lumière, elle-même est inévitablement courbée par la masse, Dixit, Einstein et les observations. Enfin, le cas des nombres complexes et imaginaires est aussi à mentionner. Absurdes mathématiquement à première vue, ils sont fort utiles en physique, en ingénierie, et permettent de résoudre certaines équations. On prend souvent l'exemple de x au carré plus 1 égale 0, sachant qu'un carré ne peut pas être négatif, donc on fait une entorse à cette règle. Cette importance du référentiel, du domaine de validité d'un énoncé, de l'importance du contexte dans lequel on essaie de dire une chose vraie, est à garder en tête. Très souvent, on doit reconstruire le référentiel utilisé. On postule souvent d'ailleurs une pertinence du propos, une forme de principe de charité nous anime. Il y aurait là comme une forme de... un reconstructivisme interprétatif, que j'entends comme une reconstruction interprétative du référentiel que nous usons. Reconstruction que nous exécutons comme une habitude, telle une seconde nature. Lorsque les choses sont habituelles, nous n'avons pas à forcer. Mais face à des théories ou énoncés inhabituels, on devrait se rappeler la formule, toujours retrouver le référentiel, afin de donner sens à l'énoncé. Il faut beaucoup le faire en philosophie. Et donc, on peut proposer l'expression de réflexivité référentielle, pour retenir, comme réajustement interprétatif du référentiel. En proposant cette expression, j'espère faciliter sa mémorisation et donc attirer l'attention dessus. C'est là un élément important pour moi de la pourrait-on dire, méthodologie philosophique, de l'attitude cognitive qu'il vous sera, je crois, utile d'adopter. Je me disais que réflexivité multiréférentielle était aussi une expression intéressante afin de nommer ce processus cognitif. En philosophie, il faut, je le répète, très souvent activer la réflexivité référentielle. C'est l'idée de changer successivement de lunettes ou de logiciel intellectuel, bref de référentiel. D'axiomes aussi parfois, de définition des termes, aussi pour comprendre un énoncé, sa logique, et bien peser sa valeur. Ainsi, nous aurions, dans notre vie sociale, une forme d'ajustement automatique au référentiel de l'interlocuteur, sans effort, avec plus ou moins de succès selon l'adaptation de notre théorie générale de la mentalité et de la culture d'autrui. L'importance du référentiel est donc essentielle en sciences, mais aussi quant à la communication, aussi bien intra qu'interculturelle. Aussi, pour faire écho à nos autres vidéos concernant la politique, je crois que ce sont les vidéos les plus accessibles, je pense, et les plus claires, j'espère, prenons le si fondamental et si subtil clivage gauche-droite. Clivage qui anime tant les passions d'un peuple, j'ai l'impression, en état un peu de désespoir et de déshérence démocratique. Alors, on continue l'exemple. Être de gauche, quel référentiel ? Eh bien, à l'origine, en France, cette distinction fut le fruit d'une séparation à l'Assemblée, avec d'un côté ceux qui voulaient la monarchie, qui défendaient la souveraineté du roi, à droite donc, et ceux qui ne la voulaient pas, à gauche. À la base donc, la question politique fondamentale était bien de savoir qui dirige, qui est à la source de l'autorité. Le monarque avec sa souveraineté de droit divin, ou le peuple. La gauche donc, à la base, trouve et pense que la source de l'autorité légitime, c'est le peuple. En ce sens, je suis très clairement de gauche dans mes vidéos politiques, avec les thèses que je défends, où j'expose un peu ma subjectivité, mais bon, autant le savoir. Être démocrate, c'est donc être de gauche. Vouloir que le peuple participe à la puissance législative, c'est être de gauche. Dans la plus pure orthodoxie, me semble-t-il. Sous ce référentiel, dans cette perspective, les partisans de la construction européenne sont tous de droite, puisque les transferts de souveraineté, la forfaiture du référendum de 2005, ne semblent leur poser aucun problème. Mais ce référentiel peut être entendu autrement. Et la question de la souveraineté, passer de centre à périphérie, sans importance, dirait-on. Dès lors,
Si vous faites du xénocentrisme et de l'internationalisme le référentiel fondamental de ce que devrait être de gauche, le référentiel de la gauche donc, eh bien cela devient tout l'inverse. La gauche devient droite et la droite devient gauche. Être démocrate dans ce sens-là, pour un retour de la souveraineté et du peuple et de l'État qui est censé prolonger cette dernière, eh bien ce sera être de droite réactionnaire, populiste et tant qu'à faire, bon, à la mode, fasciste. Vous voyez donc, en fait, je prends cet exemple, que vous comprenez bien toutes les conséquences du choix des sens des mots, du choix des référentiels, et les paradoxes qui s'ensuivent. En effet, d'autres référentiels importants existent, comme le référentiel économique, où la gauche est pour l'intervention de l'État et la redistribution, là où la droite veut un État plutôt minimal parce qu'il ne sait pas gérer les choses. On le voit. On peut être de gauche dans un domaine, de droite dans l'autre, et le clivage gauche-droite, s'il ne veut pas avoir pour seul effet d'entretenir la confusion et la désorientation, devrait s'associer d'un référentiel. Donc cet exemple encore, pour réveiller un peu et pour dire toujours, de quoi parle-t-on précisément? Quel référentiel donne sens à l'énoncé ou au phénomène dont on parle? Quel cadre? Quel champ épistémique? C'est-à-dire disciplinaire ou scientifique, j'entends. Quel contexte, quel but, quelle thèse, quel problème? Donc, clarifions. Bien, j'espère avoir attiré l'attention sur ce recul nécessaire, si caractéristique de la réflexivité philosophique. J'ai utilisé une expression que j'espère utile, au moins à titre mnémotechnique, c'est-à-dire pour s'en souvenir. Et je poursuivrai en théorisant un peu encore, puis en appliquant cette façon de voir à la notion de liberté dans la prochaine vidéo. J'espère que cela sera éclairant pour bien comprendre l'attitude qui me semble utile, à moi en tout cas, pour traiter les problèmes de philosophie, clarifier, décomposer, mettre les référentiels, faire varier les référentiels pour voir ce qui ressort de l'étude d'une notion. J'en ai terminé et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae.